Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Ahmed Damiano de l'association Elle. Donc, je vais animer en binôme avec Christian Couturier cette matinée sur la méthanisation territoriale. On va, sans plus attendre, commencer cette partie-là par on va dire une introduction. L'idée étant d'être certain que voilà, il y a une compréhension de ce que c'est la méthanisation avant d'aller dans le témoignage de certains exemples. Donc, bien sûr, la méthanisation ou ce qu'on peut appeler la digestion anaérobie, c'est un processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Ce qui fait vraiment la spécificité de la méthanisation, c'est d'avoir cette absence d'oxygène qui va développer des formes de bactéries qui ne se développent pas en milieu aérobie quand on fait du compostage, mais qui vont se développer en milieu anaérobie et qui vont donc dégrader progressivement la matière organique jusqu'à obtenir en fait deux produits résiduels. D'un côté le biogaz, de l'autre le digestat, le résidu de la méthanisation qu'on appelle le digestat. Donc pour ceux qui étaient déjà là hier, on a bien compris que rien ne se perd, tout se transforme. Donc on est bien dans cette équation où en fait seule une partie du carbone facilement dégradable va se dégrader sous le travail de ces bactéries pour se transformer en biogaz qui est composé majoritairement de méthane, une fourchette entre 50 et 60% de méthane. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Vous êtes monsieur Kairek? Non, pas du tout. Non. À Lorient. Oui, très bien. Donc ce fameux biogaz qui est composé essentiellement de méthane, la proportion de méthane va être variable entre 50 et 60-65% sans aucune épuration, tel qu'il est produit brut, avec le résidu, le complément pour les 100%, c'est essentiellement du CO2. Et donc le digestat, lui, va contenir tout le reste, c'est-à-dire l'eau, la matière non dégradée et les minéraux dissous. Donc il y a bien, ce qu'il faut retenir en méthanisation, c'est que le bilan entrée-sortie, il est quasiment, on n'a aucune perte entre l'entrée et la sortie. Donc tous les éléments fertilisants que vous allez rentrer en méthanisation vont ressortir en méthanisation dans le digestat et donc vont devoir être valorisés par un retour au sol, puisque c'est considéré comme un déchet soumis à plan d'épandage. Donc on comprend bien que la question de la méthanisation, ce n'est pas une question strictement énergétique, c'est une question d'une approche globale sur le territoire, à la fois de gestion des déchets, à la fois de valorisation de l'énergie, à la fois de valorisation agronomique, qui on le verra ensuite par la question aussi de l'alimentation du méthaniseur, renvoie aussi à des questions d'agriculture et de système, d'assolement et de rotation. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il faut vraiment avoir en tête, quand on s'intéresse à un projet de méthanisation, qu'on doit regarder très largement les différents aspects qu'elle implique. Alors, on en parle pas mal aujourd'hui de la méthanisation, mais techniquement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que la technologie est très mature. La technologie existe depuis plus d'un siècle. Bien sûr, il y a eu des améliorations techniques, des améliorations de performance, mais ça reste des technologies qui sont connues, reconnues, qui sont très largement développées, on le verra juste après avec une carte à l'échelle de l'Europe. Donc, ce n'est pas une technologie nouvelle. Elle a eu plutôt tendance à s'appliquer d'abord sur des choses relativement simples et surtout monosubstrat. Elle a plutôt été développée sur des bouts de stations d'épuration, des bouts industriels. Elle avait plutôt vocation à réduire la charge organique, à faire un abattement de charge organique, réduire les volumes à épandre, et pas du tout avec une perspective de valorisation énergétique. Ce n'était pas l'entrée de la méthanisation au départ. La méthanisation, elle a eu un petit boom dans les années 70 aussi à cause des chocs pétroliers. Il y a eu de la méthanisation dans l'agriculture. On a fait, certains en ont peut-être entendu parler, on parle des fois de gazogène. Il y a eu à une époque, même après la guerre, pendant la guerre et puis au choc pétrolier, de volonté de produire son propre carburant et une logique d'autonomie. Ce qui se passe à chaque fois, c'est que le modèle économique de l'énergie
n'était pas pérenne. C'est-à-dire qu'on était dans des logiques, alors soit d'autonomie, mais il y avait quand même une comparaison du coût de revient par rapport aux autres énergies fossiles, soit si on voulait le vendre à un client, il y avait toujours cette question de comment on amortit. Et en fait, le fait qu'on était en lien avec le prix, la fluctuation du prix des énergies fossiles, forcément, quand les énergies fossiles redescendaient fortement, on n'avait plus d'intérêt économique à pérenniser les installations. Bon, il faut dire aussi que les technologies, en particulier sur les fumiers, etc., n'étaient pas complètement optimales. Hein. Donc, on avait beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de manutention. Donc, c'était des choses qui étaient peu efficaces. Donc, globalement, ça s'est souvent... il y a eu des petites tendances de démarrage, mais ça ne s'est jamais vraiment développé. Et au début des années 2000, avec aussi une vision de l'autre côté du Rhin, qui était un fort développement de cette technique sur la méthanisation dite agricole, il y a eu un intérêt français d'appliquer cette solution en France, mais plutôt avec une logique de valorisation de la biomasse agricole, qui est quand même, aussi bien les effluents d'élevage que les résidus de culture, etc., qui est quand même la quantité majoritaire que l'on trouve dans la plupart des territoires en termes de ressources, de gisements, et puis aussi d'aller vers des modèles de codigestion, c'est-à-dire de mélanger des substrats d'origine différente, parce que ça a plusieurs avantages, plusieurs atouts, en particulier d'améliorer la productivité. Donc voilà, à partir des années 2000, alors on a commencé à avoir les pionniers de la méthanisation, comme souvent. Ce qu'il a fallu à chaque fois, hein, bien sûr, c'est des conditions de tarifs favorables, c'est-à-dire de possibilité de contractualiser sur du long terme pour qu'on achète l'énergie produite, pour qu'on puisse sécuriser les investissements qui étaient faits, qui étaient bien sûr assez conséquents à l'échelle des exploitations agricoles. Alors, pour finir sur la question du contexte en Europe, même si cette carte date d'un an ou deux, et vous voyez essentiellement que la taille des camemberts représente le poids de la méthanisation dans chaque pays européen avec des codes couleurs, en particulier en vert foncé, la méthanisation dite agricole. Donc sans trop de surprise, on voit que la taille du camembert allemand couvre à peu près le pays, alors que voilà, ailleurs c'est quand même moins développé. Après, comme c'est ramené au nombre d'habitants, il y a quand même des pays qui avaient un développement important de la méthanisation, mais on voit que par exemple en France, c'est plutôt le camembert, le vert très clair, qui est le biogaz de décharge. Donc on a un volume de gaz qui n'est pas négligeable de valorisation du biogaz de décharge. Alors on ne parle pas de méthanisation, on parle de gaz de récupération, puisqu'on ne crée pas en fait un digesteur, mais on récupère en fait sur les casiers qui servent à l'élimination, à la fermentation des déchets, les déchets ultimes, on récupère ce biogaz. Donc il y a essentiellement du biogaz de décharge à l'origine en France, contrairement à d'autres pays qui ont plutôt développé la méthanisation agricole. Alors, la dynamique de développement en France, elle s'inscrit, donc je le disais, depuis plutôt le début des années 2000 avec les tout premiers. À partir de 2010, on a commencé à suivre les statistiques. On en avait 31 en 2010. Fin 2018, il y en avait 460. Et Madeleine disait hier 630, c'est ça, 630 aujourd'hui en France, avec un objectif qui avait été fixé par le plan EMA, le plan énergie, méthanisation, autonomie azotée, de 1000 à l'horizon 2020. Donc là, sur l'objectif 2023 est à 1000. Donc vous voyez, l'objectif a un petit peu été décalé. Alors cette dynamique, c'est le fruit de différentes mesures de soutien. Donc il y a eu un tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz, d'abord en 2006, révisé en 2016. Donc c'est des contrats qui sont aujourd'hui toujours en vigueur, qui peuvent être sollicités par les porteurs de projets, avec quelques petites nuances puisque ça dépend de la taille. Si on est en dessous de 500 kW, on peut contractualiser directement. Si on est au-dessus de 500 kW, on passe en système d'appel d'offres. Donc c'est des mécanismes un petit peu plus complexes que le système de tarif d'achat, et on a une durée contractuelle sur la cogénération de l'ordre de 20 ans. C'est en fait exactement
140 000 heures de fonctionnement pleine puissance. Il y a eu aussi un tarif d'achat que la profession a fortement défendu sur le biométhane injecté dans le réseau de gaz. Donc aujourd'hui, un porteur de projet peut avoir le choix d'une solution soit de cogénération. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ces techniques-là, c'est assez clair sur ce que c'est la cogénération par rapport à la question de l'injection. Donc en tous les cas, voilà, contractuellement, on peut obtenir soit un contrat pour l'électricité quand on cogénère le gaz directement sur place, soit un contrat pour la vente de biométhane quand on injecte le gaz dans le réseau de gaz naturel qui, bien sûr, nécessite la présence de réseaux à relativement proximité. Le mot proximité est à prendre avec guillemets parce qu'il voilà, y a certains cas de figure où on fait quelques dizaines de kilomètres, enfin plutôt quelques kilomètres jusqu'à une dizaine de kilomètres. Bonjour. Bonjour, ça fonctionne bien? Bonjour. Eh bien, je pense que tout le monde m'entend et que ça a l'air d'aller, c'est gentil. Moi aussi, merci. Parfait. Les conditions aussi, bien sûr, ont été favorisées par la prise en charge de 40% du coût de raccordement au réseau. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé des projets en particulier. Aujourd'hui, quand un projet se raccorde au réseau de gaz, GRDF applique une réfaction de 40% sur le coût réel de déploiement du tuyau. Donc ça, c'est au bénéfice du projet. Et puis également des dispositifs de subvention à l'investissement qui sont assez pérennes. Depuis une dizaine d'années, en particulier, l'ADEME attribue aux alentours de 50 millions d'euros à l'échelle nationale et une répartition, voilà, à peu près ici en Bretagne, c'est aux alentours de 3-4 millions d'euros depuis plus de 10 ans qui sont attribués au projet. Et puis il peut y avoir bien sûr des complémentarités, soit des collectivités territoriales, soit du FEDER, des fonds européens, et des mesures de simplification réglementaire et administrative. Donc, je vous passe les détails, mais il y a eu, quand la filière s'est construite, il y a eu tout un processus de création des réglementations ICPE, installation classée pour l'environnement, spécifiques à la méthanisation, avec des cadres voilà, qui évoluent dans le temps. Aujourd'hui, il y a le cahier des charges pour le Digesta, le cahier des charges DIJAGRI, qui permet éventuellement de sortir du système de plan d'épandage. Et il y a une réglementation sanitaire européenne qui s'applique. Donc quand on dit simplification, c'est que malgré tout, les choses ont été rendues plus lisibles et parfois plus simples, avec des régimes spécifiques comme l'enregistrement, par exemple, qui est un régime intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation. Par contre, simple, c'est quand même un mot un peu fort quand les porteurs de projets, sans doute, démarrent un projet, parce que c'est quand même... voilà. En tous les cas, ça nécessite un bon accompagnement pour avoir en tête tous les enjeux qui sont quand même nombreux et parfois qui peuvent parfois être antagonistes. Donc, il faut être vigilant sur ces aspects-là. Alors, quand on parle de méthanisation, c'est là où c'est à la fois, encore une fois, pas si simple que ça, parce que finalement, derrière le mot méthanisation, qui est une technologie, alors il y a bien sûr, on le verra très rapidement, des procédés différents, mais il y a aussi des typologies, des tailles et des modèles qui sont très très différents les uns des autres. Donc en général, la taille, alors il y a des modèles qui sont plutôt individuels à la ferme, donc qui sont plutôt portés par des agriculteurs sur leur exploitation agricole. Derrière le mot micro-méthanisation, qui n'est pas très bien défini, il y a des modèles plutôt 100% effluents d'élevage qui ont plutôt vocation à être une logique de récupération en fait, de l'énergie sur l'exploitation avec des systèmes assez simples. Mais derrière la microméthanisation, on va aller de l'installation de simples couvertures de fosse avec autoconsommation du biogaz par l'intermédiaire d'une chaudière, jusqu'à des systèmes de micro-cogénération dont le premier est plutôt de l'ordre de grandeur de 100 000 euros d'investissement. Le deuxième, même à 30 kW, on est plutôt aux alentours de 300 350 000 euros d'investissement. Et donc, voilà, ça fait des fourchettes assez larges, des tailles assez différentes. Mais
voilà, dans ce paquet-là, on dit plutôt la microméthanisation qui, en général, est vraiment très, très autonome. La méthanisation plutôt dite à la ferme, c'est là aussi un modèle qui est plutôt porté par un agriculteur, parfois par une exploitation agricole plus conséquente, plutôt sous forme de GAEC, de grosses GAEC, etc., où il y a des effluents, mais aussi des substrats agricoles. Donc c'est plutôt effluents, résidus de culture intermédiaire à vocation énergétique, voire culture énergétique dédiée. En tous les cas, ça peut être 100% produit sur l'exploitation agricole ou avec éventuellement des contrats d'apport avec quelques voisins. Parfois, ces installations-là, les pionnières de la méthanisation à la ferme, sont allées chercher des déchets du territoire et certains continuent d'avoir des contrats sur les tontes de pelouse, les fauches de bord de route, voire des produits agroalimentaires, végétaux, animaux. Après, selon les types de matières qu'on va chercher à l'extérieur, la réglementation est plus ou moins complexe. En tous les cas, dans le panel breton, c'est ces installations-là aujourd'hui qui se développent de façon majoritaire. On en a plus de 100 sur la Bretagne qui sont ce qu'on appelle la méthanisation à la ferme. Ensuite, quand on monte un petit peu en taille, on va avoir la méthanisation collective. Alors, c'est vrai que la terminologie n'est pas complètement actée de partout. Donc, collective, centralisée, c'est territorial. Voilà, c'est des choses qui sont des termes que l'on voit. Il y a dans cette méthanisation, en général, c'est celle qui revêt, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, qui revêt le plus de partenaires autour du projet, qui en général fédère des agriculteurs, parfois, très généralement majoritaires au capital, ou majoritaires en tous les cas en apport, en matière, mais qui collaborent avec d'autres acteurs, à la fois d'un point de vue capitalistique, mais aussi d'un point de vue apport. On pourra en parler, vous aurez deux exemples très concrets. La méthanisation industrielle, pour finir, qui existe également. Bonjour. Allez-y, mais il faut aller tout au fond. La méthanisation industrielle, pour finir, qui est encore une fois, qui se fait plutôt sur des grands volumes. Là, pour le coup, c'est des monoproduits. Ça peut souvent être des effluents industriels très peu chargés qu'on va méthaniser pour éviter de les transporter. Et puis, de plus en plus, bien sûr, on récupère l'énergie. Bon, les principaux... l'état d'avancement en France. Donc, vous voyez la France par région. La couleur, plus elle est foncée, plus il y a de densité de biogaz produit sur le territoire. Donc, vous voyez que le Grand Est et le Nord, les Hauts-de-France, pardon, sont les régions qui ont la plus grosse quantité de biogaz. L'Ouest, Sud-Ouest, fait partie de l'autre zone où il y a beaucoup de méthanisation. Le vert foncé, c'est l'agricole. Le violet, c'est le centralisé, donc on disait tout à l'heure collectif. Le rouge, l'industriel. Et le jaune clair, les stations d'épuration et les ISDND. Donc voilà, on voit que de toute manière, ça reflète assez bien l'agriculture française. Maintenant, le Grand Est et le Nord sont en gigawattheure les premiers, parce que ce sont plutôt des plus grandes installations, des installations plus puissantes qu'à l'Ouest, où on a plutôt un nombre plus important de méthaniseurs, mais de plus petite taille. Alors, on disait tout à l'heure, quand on voit une installation à la ferme, on peut voir des choses en voie liquide. C'est très majoritaire. Le liquide infiniment mélangé, ça représente, on va dire, 80... Je n'ai pas fait le calcul en pourcentage, mais au moins 95% de la méthanisation à la ferme française, c'est en voie liquide infiniment mélangée. C'est la technologie la plus mature, là où il y a le plus de fournisseurs, le plus de solutions, le plus de maîtrise technique. Faut savoir que la méthanisation, ça s'opère en milieu anaérobie strict, mais surtout aussi en milieu liquide. Les bactéries ont besoin d'un contact avec du liquide pour fonctionner. Cependant, il y a une alternative qui existe, qui reste encore une fois marginale, mais qui existe.
c'est ce qu'on appelle la voie solide, discontinue essentiellement, qui consiste plutôt, qui est plutôt mise en œuvre sur des installations qui ont que des fumiers ou que de la matière sèche en fait, qui n'ont pas du tout de liquide. Et donc là, on va aller vers des technologies qu'on appelle voies solides, qui présentent la difficulté qui présentent la différence principale, c'est qu'on est en fonctionnement non continu, c'est-à-dire qu'on va avoir des garages qui vont se remplir et se vider par séquence. Et donc, ce n'est pas une alimentation permanente plusieurs fois par jour en petite quantité. On approvisionne entièrement un garage et on le laisse fermenter plusieurs jours. Bon, on a en général plusieurs garages pour pouvoir produire toujours à peu près la même quantité d'énergie, puisque la valorisation, elle, va être permanente. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, l'objet, ce n'est pas d'aller dans le détail technique, mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Des exemples aussi d'unités collectives agricoles. Donc, la première qui s'est développée en Pays de la Loire sur l'injection, c'est Agri-Biométhane en Vendée, qui réunit 5 associés agriculteurs qui traitaient un peu plus de 20 000 tonnes, qui s'est implantée dans une zone plutôt artisanale à proximité d'un industriel agroalimentaire, qui a donc permis l'alimentation aussi directement en déchets agroalimentaires, qui aujourd'hui, depuis lors, a développé une station bio-GNV à proximité pour les camions de la zone d'activité. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le petit collectif agricole. Et puis, les unités centralisées territoriales, on en a parlé rapidement hier de Geotexia. Donc, c'est l'installation emblématique du Menet, mais c'est aussi une installation emblématique à l'échelle nationale. Ça a été une des premières installations, je dirais pas la première dans les idées, dans la conception, pas la première en termes de mise en œuvre. Malheureusement, ils ont pris un temps de développement très conséquent. Elle a été, on disait, inaugurée en 2011. Mais elle a été pensée ou conçue dès le début des années 2000, avec un double. Ce qu'il faut retenir de Geotexia, c'est que ce n'était pas une usine de méthanisation, c'était une usine de traitement de la matière organique avec une vocation complémentaire de résoudre la question des excédents structurels des 33 agriculteurs qui apportaient du lisier. Donc on est sur une usine qui a coûté très cher parce qu'il y a la partie méthanisation, mais il y a toute la partie post-traitement qui consiste à séparer, ultrafiltrer, osmoser, etc. pour arriver à une eau potable. Il devait obtenir l'eau en sortie de qualité, potabilité, pas potabilité, pardon, zéro nitrate, quoi. Enfin, en tous les cas, zéro azote dans l'eau. Donc, c'est des choses qui sont très, très coûteuses en termes d'investissement et de fonctionnement. Donc, c'est une installation qui a eu plusieurs difficultés d'exploitation. Et puis hier, pour ceux qui n'étaient pas là, le président a informé que l'installation a subi un incendie l'été dernier. Alors, ce n'est pas l'unité de méthanisation, c'est la partie stockage de la fraction solide qui est partie en combustion, donc qui a endommagé une bonne partie de l'usine. Donc actuellement, elle est en cours de démolition pour être reconstruite, avec sans doute des améliorations de performance telles qu'on sait les faire aujourd'hui, parce que l'amélioration des performances des autres installations ont aussi beaucoup bénéficié de l'expérience de Geotexia pour être meilleure aujourd'hui. Alors, pour ce qu'il faut retenir sur qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un projet de méthanisation, il y a essentiellement 5 éléments principaux. Déjà, il faut, et c'est essentiel, je pense que vous l'avez tous en tête, mais voilà, la question du porteur de projet. Alors, je l'ai mis au singulier, mais c'est le porteur de projet au sens large du terme. C'est qui porte le projet de méthanisation, comment il réfléchit son projet, comment il se projette dans un futur métier, un nouveau métier sur lequel il va falloir gagner en compétences, il va falloir apprendre, il va falloir se mettre en mode exploitation. C'est quand même des choses qui sont assez radicalement différentes de ce que font les agriculteurs. Et puis quand on est porteur de projet d'un collectif, il y a des collectifs à 20, à 30, à 100. Il faut aussi se métamorphoser en pilote, en leader, en organisateur. Vous voyez, il y a de la logistique, il y a beaucoup de choses. Donc le porteur de projet, c'est essentiel. Enfin, si vous, les collectivités, vous vous dites c'est quoi les questions que je dois me poser quand il y a un projet, la question du porteur de projet, elle est essentielle.
c'est le questionner sur, voilà, sur sa démarche, sa stratégie, sur comment il avance dans son projet. Bien sûr, il faut des matières entrantes. On a bien compris que ce n'est pas une énergie comme les autres. Il va falloir toujours se dire que la question de l'alimentation, de l'approvisionnement du méthaniseur, ben c'est le paramètre que vous allez devoir piloter, gérer et planifier pour les 15 ou 20 ans à venir. Donc ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on va mettre dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre la même chose pendant 15 ans. C'est ça qui est intéressant, entre guillemets, avec la méthanisation. C'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui va être nécessairement figé dans le temps. C'est adaptable, c'est évolutif. Donc c'est quand même un atout sur un territoire où la source et les formes de matière organique peuvent évoluer dans le temps. Donc ça, il faut retenir que c'est à la fois souple, mais à la fois une ration qu'on doit concevoir, suivre et toujours vérifier sa performance, enfin sa qualité intrinsèque, mais aussi sa capacité à produire du gaz et à ne pas dériver d'un point de vue biologique. Il faut bien sûr avoir deux débouchés essentiels, le biogaz d'un côté, le digestat de l'autre. Donc, parfois, les choses peuvent être prises un peu à l'envers. Si vous avez sur un territoire, on vous parle que de l'énergie, par exemple, je dirais un développeur de projet ou éventuellement, pour ne pas les citer, quelqu'un, par exemple, de GRDF qui va dire oui, il y a de l'énergie, enfin, il y a de la possibilité pour injecter dans le réseau. Mais c'est une réalité, il faut ce déboucher-là, mais ce n'est pas suffisant. Et donc la question du plan d'épandage, elle est tout aussi essentielle que la question de l'énergie. Et la question du plan d'épandage, elle est forcément conditionnée à l'agriculture du coin, aux agriculteurs. Donc c'est vrai qu'on est très attentifs, nous, à l'implication des agriculteurs dans les projets, parce qu'ils sont essentiels à la fois pour l'entrée et à la fois pour la sortie. L'équilibre financier, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer que c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est une condition de faisabilité, qui est assez complexe, puisque les business models se font sur 15 ans, mais avec des variables importantes. On est sur des recettes relativement connues, voilà, même si c'est beaucoup plus variable que des recettes d'énergie renouvelable classiques, mais surtout les charges qui sont nombreuses, variées, fluctuantes en fonction de votre capacité à exploiter, à prévenir la maintenance, etc. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées et qu'il faut regarder de très près. Et je l'ai mis un peu en sujet global et transversal, le dialogue territorial. Aujourd'hui, il est vrai que la méthanisation commence de plus en plus à susciter un peu systématiquement. Alors elle suscite toujours des questions, elle suscite de plus en plus des oppositions, des crispations, elle cristallise parfois certaines localement, sur certains territoires, elle cristallise la discussion très vite parce qu'il y a de l'appréhension, parce que c'est compliqué, parce qu'on voit bien que ça va venir modifier au moins des circulations de camions pour alimenter, pour repartir au champ. Donc vraiment cette question de dialogue territorial aujourd'hui, c'est un peu le mot d'ordre général de c'est par là qu'on commence. Et de plus en plus, on constate que c'est par là qu'on commence, même avant d'avoir choisi l'implantation définitive. Parce que finalement, c'est perçu, l'implantation, c'est perçu comme le moment où on fige en fait le projet. On lui donne un emplacement. Alors, ce qui est très compliqué, c'est de savoir comment s'y prendre. C'est-à-dire que, on disait l'autre jour, les réunions publiques où... on en reparlait encore l'autre jour, les réunions publiques où on arrive, on veut dialoguer, présenter le projet, mais on ne sait pas très bien ce qu'on va faire et comment on va le faire. Là, c'est parti pour être maladroit. Donc il faut trouver le bon moment et surtout la bonne méthode. Donc c'est des métiers qui existent autour de l'accompagnement au dialogue territorial, mais voilà, on est de plus en plus sensible à ça. Sur la Bretagne, justement, avec l'ADEME, on va lancer là très prochainement un appel à candidature sur la question du dialogue territorial pour que des projets qui émergent dans la tête ou dans les idées de certains groupes, alors on parle plutôt de projets collectifs qui sont plus tendance à cristalliser, puissent se faire accompagner sur le dialogue territorial avant même d'être accompagnés sur la partie technique. Parce que
en plus, ce qui est un peu compliqué, hein, c'est qu'il y a énormément de points techniques, on l'a bien vu, réglementaires, il y a des choix importants à faire. Il va falloir déjà mettre de l'argent sur cette partie-là, dont on n'est pas sûr que le projet ira au bout. Donc investir sur la partie dialogue territorial, c'est des choses que, voilà, en général, on laisse un peu de côté en se disant on aura le temps de le faire. Et malheureusement, quand c'est parti, et quand on est plutôt dans l'opposition et qu'il faut déminer, c'est beaucoup plus compliqué que quand on prend en premier lieu le sujet. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur la méthanisation? Non? Pas pour le moment. Alors, je vais finir rapidement ce que j'avais prévu. Donc, les atouts de la méthanisation, on peut dire que c'est une production d'énergie renouvelable. Elle est forcément décentralisée. Elle permet de valoriser l'énergie sur plusieurs formes, l'électricité, la chaleur, le gaz et le carburant. Vous avez peut-être tous entendu parler du bio-GNV. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui se baladent ou qui roulent en bio-GNV. Donc, si vous ne savez pas exactement comment ça marche, vous pouvez trouver même des utilisateurs de véhicules bio-GNV dans les dépôts. Donc, voilà, c'est des choses qui ont tendance à se développer. C'est un outil agronomique performant. Pourquoi? Parce qu'on va, à partir de ressources organiques, on va récupérer une plus grande quantité d'azote minéral, qui est une azote plus facilement assimilable par les plantes, donc qui permettent de substituer plus facilement des engrais minéraux. On a un développement parallèle de couverts végétaux qu'on appelle cultures intermédiaires à vocation énergétique, hein, qui peuvent avoir de véritables atouts agroécologiques, mais ça on verra, bien sûr c'est toujours conditionné aux pratiques. Et la méthanisation conserve le potentiel humique des matières organiques, c'est-à-dire qu'on pose souvent la question, est-ce que si je méthanise, je perds tout le carbone qui retourne au sol? En fait, le carbone facilement dégradable, de toute manière, il se dégrade. En compostage, il se dégrade sous forme de CO2, et même si vous laissez un tas de fumier au champ, vous regardez au bout de 3-4 mois, le tas il a largement diminué en volume, hein, et c'est le carbone qui est parti dans l'atmosphère parce que la dégradation, elle est naturelle. C'est aussi un outil de développement agricole et rural. C'est un revenu pour les agriculteurs et les acteurs du territoire. Ça permet d'avoir des vraies stratégies complémentaires de systèmes polyculture et élevage à l'échelle du territoire. On a plusieurs projets collectifs qui se résonnent dans des logiques de complémentarité territoriale entre fumier, lisier, mais surtout d'un point de vue agronomique aussi, qui rééquilibre en fait le retour au sol des effluents sous la forme de digestat. Et puis bien sûr, c'est une activité non délocalisable et créatrice d'emplois. Alors, il y a point de vigilance sur cette filière qu'il ne faut pas négliger. Il faut pouvoir maîtriser les impacts environnementaux. Alors, il y a de plus en plus de questions sur la question des éventuelles émissions fugitives. Donc, les méthaniseurs n'ont pas de, sauf accident ou autres, n'ont pas de fuite en général, mais il peut y avoir des zones qui se fragilisent dans le temps avec les années qui passent, qui se fragilisent et qui laissent évacuer une petite quantité de méthane. Et donc ça se prévient assez bien par des contrôles. Aujourd'hui, on a des équipements assez sophistiqués de caméras infrarouges qui permettent de détecter les fuites et de les corriger, puisque le bilan environnemental sera d'autant plus performant qu'il n'y aura pas de fuite, puisque là, on parle bien de méthane, qui est un gaz à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement important. Et bien sûr, c'est stocker et pendre les digestats dans les bonnes pratiques. Alors, il faut être aujourd'hui, s'il y a deux choses à retenir sur le digestat, c'est couverture de la fosse. C'est quelque chose qui est, encore une fois, très volatile, qui peut facilement partir à l'atmosphère. Donc l'azote que vous auriez dû utiliser pour vos cultures va se retrouver dans l'air. Et puis également, au moment de l'épandage, on épanse ce qu'on appelle avec une rampe, voire un enfouisseur qui permet d'apporter la matière le plus près des cultures et aux besoins des plantes et qui limite aussi la volatilisation. Maîtriser les intrants, mais ça on l'a dit, le marché des déchets peut être volatile, les effluents d'élevage sont en général répartis sur le territoire, donc il y a toute cette question de logistique. Et puis, bien sûr, le recours aux cultures énergétiques, c'est encadré par la loi en France, puisque on limite à 15% du tonnage entrant les cultures énergétiques dédiées. Et donc, parfois, la question de
du respect de cette réglementation est quand même posé pour que globalement la filière soit considérée comme éthique et non pas qui dévierait vers un modèle trop culture énergétique. C'est des démarches qui demandent beaucoup de motivation, de temps et de compétences. Donc être bien accompagné, se former, c'est vraiment des points de vigilance essentiels. Encore une fois, si vous avez un rôle à jouer, vous les collectivités aussi, on va le voir, hein, qui peut aller très loin si vous le souhaitez, mais qui peut aussi se cantonner à des vérifications comme ça de garde-fous, en particulier sur la qualité du porteur de projet. Et puis pour finir, donc la méthanisation dans les travaux prospectifs, hein, dans le scénario négawatt, le vecteur gaz joue un rôle essentiel, aussi bien pour le chauffage que pour les transports. Et puis l'étude prospective de l'ADEME a regardé qu'il y avait un gisement potentiel théorique suffisant pour satisfaire la demande en gaz à l'horizon 2050, à condition de réduire de 30% la consommation actuelle de gaz. Mais donc le gisement existe, la méthanisation a de la place pour se développer, mais il va falloir travailler, et en particulier son acceptabilité. Je pense que ça sera aussi le mot d'ordre des deux projets qui sont venus aujourd'hui pour témoigner, puisque cette préoccupation de la discussion, de l'implication des acteurs du territoire ont été leur leitmotiv à tous les deux, et on verra que quand on s'y prend bien, on peut aboutir à des très beaux projets pour les territoires. Voilà, moi j'en ai fini avec ma présentation.